Le ratissage dura toute la nuit. Vers midi, nous atteignîmes la position occupée par les unités qui avaient les premiers rencontré les Fels. Tout était terminé. Nous fîmes une pause pour manger. Pour ma part, je n'avais rien mangé depuis 2 jours, mais ne pus toujours rien avaler. Ce que j'avais vu m'avait donné une nausée qui ne me quittait pas. Pour les tirailleurs, il ne s'était apparemment rien passé qui dût les gêner. Les poulets pris la veille dans le douar furent cuits dans l'heure. Certains firent chauffer des boîtes de conserve, du café. Beaucoup racontaient leurs exploits avec animation. Ils en semblaient très fiers. Ils étaient tous si joyeux qu'on se crut à une fête. Pourtant, à 100 mètres de là, le terrain était jonché de cadavres. Je ne pouvais guère supporter cette ambiance. Le capitaine se rendait compte de ce que je ressentais. Pendant la pause, il essaya de me remonter le moral et m'expliquer qu'on ne pouvait rien contre cette guerre, qu'Allah l'avait voulu. Je n'y croyais bien sûr pas. Vers 14 heures, nous nous mîmes en route pour rejoindre les camions. Mon sac me paraissait plus lourd que jamais. Heureusement, le parcours descendait. Vers 18 heures, après avoir marché une quinzaine de kilomètres, nous atteignîmes les camions. Sur la route du retour, nous passâmes par la caserne du PC, où nous embarquâmes un chargement de rations, et nous arrivâmes à la caserne vers 22 heures. À peine débarqué du camion, j'allais me jeter sur mon lit, car j'étais assommé de fatigue. Je m'endormis immédiatement. Mais aussitôt, je me mis à rêver aux horreurs que j'avais vues pendant les 2 jours, et je me réveillais terrorisé. Je passais toute la nuit à tomber alternativement dans un sommeil profond dû à mon épuisement et à me réveiller tout frissonnant en proie à des visions d'horreur. Ces cauchemars effrayants durèrent jusqu'au jour. Je restai ensuite une semaine entière malade et couché, tremblant de fièvre. Daniel m'apportait à manger et passait me voir plusieurs fois par jour. Il semblait très inquiet de me voir dans cet état. Je me rétablis cependant peu à peu. 20 jours plus tard, j'étais à nouveau sur le terrain. La compagnie sortait chaque jour, généralement dans les environs du village. Elle partait au lever du jour et rentrait vers 19 heures. On ramenait parfois des papiers et des documents que l'on trouvait sur les morts ou les prisonniers. Il m'arrivait de passer de nombreuses heures dans le bureau du capitaine, à les lui lire par l'intermédiaire d'un interprète. À part cela, le soir, une fois rentré d'opération, j'aidais Daniel aux messes que le serveur libéré venait de quitter. Ma première grande opération avait été pour moi une épreuve très dure, qui me marqua plus que tout autre par la suite, bien que j'ai assisté au cours des années suivantes à beaucoup d'autres semblables, ou parfois même plus violentes et sanglantes. Je fus même davantage frappé par cette tuerie que je l'ai été par les 2 séances de torture qu'on m'avait fait subir. Jusqu'alors, je croyais que seuls quelques individus se livraient à de tels actes. Après cette opération, je me rendis compte qu'à quelques exceptions près, ils agissaient tous ainsi. Je ne comprenais pas pourquoi ces hommes achevaient les blessés, pourquoi ils s'acharnaient à éventrer les cadavres, à les transpercer de bouts de bois, ni même comment ils pouvaient se permettre de prendre à une vieille
les poulets qui étaient sa seule ressource. À ces images s'ajoutaient celles de ces 5 hommes égorgés par les fêles près des Mechtas et d'un gosse hurlant qui tenait la tête de l'un d'eux qui était son père. Pourtant, eux aussi étaient des hommes, tout comme ceux qui avaient été brûlés au napalm. Des deux côtés se commettaient des crimes horribles. Je ne parvenais pas à admettre qu'il soit possible, ni à m'habituer à l'idée que des hommes puissent les commettre. Je ne comprenais pas les raisons de cette barbarie. Peut-être était-ce mon âge qui m'y rendait particulièrement sensible. Pourtant, aujourd'hui, plus de 20 ans après, j'affirme qu'aucun motif ne justifie de tels actes. Aucune cause juste ne peut être défendue au moyen de ces crimes. Peu après mes premières sorties, le capitaine libéra les 2 garçons des cuisines. Depuis des mois, il ne cessait en effet de demander à être lâchés. Pourtant, ils savaient bien qu'ils auraient alors des ennuis avec le FLN, mais ils espéraient ne pas avoir à craindre le sort du vieux jardinier. Ils voulaient absolument rentrer dans leur famille. Quelques jours après leur libération, les fêles les enlevèrent. Leurs parents vinrent à la caserne signaler leur disparition. On retrouva peu après leur corps au bord d'une route, à quelques kilomètres du village. Bien plus tard, j'appris d'un fêle prisonnier que je connaissais, qui les avait interrogés pour savoir qui était susceptible de coopérer avec les Français. Les avait torturés, puis tués. Ils pensaient qu'ils avaient dénoncé des gens, puisqu'on leur accordait une certaine liberté dans la caserne. Ces 2 garçons qui, sous la torture, n'avaient trahi personne, en furent récompensés par un sort plus effroyable que toute torture. Un jour de la fin juillet, une très grande opération à laquelle participaient plusieurs régiments se déroula dans un secteur proche. Notre bataillon était en réserve. Le matériel et les sacs étaient embarqués dans des camions. Nous étions en alerte, prêts à partir. L'ordre de se mettre en marche nous arriva vers midi. Nous étions alors rassemblés devant la cuisine pour prendre le repas. Une section s'était déjà servie du couscous habituel. Nous embarquâmes les plats pour manger en route, et en 30 minutes, les camions quittèrent la caserne. Le nôtre était rempli de matériel, jerrycans d'eau, rations, pelles et pioches. Nous y étions 8 du groupe de commandement et 5 prisonniers, de sorte qu'il y avait sur les banquettes de place que pour les militaires et moi-même. Les prisonniers étaient installés sur le matériel. La chaleur écrasante et l'ivresse donnèrent une idée à un tirailleur. Il proposa une cigarette à l'un des prisonniers, qui tendit la main. Au lieu de la lui donner, le tirailleur lui expédia un violent coup de poing en pleine figure, lui disant « Un fêle ne doit pas fumer les cigarettes d'un militaire. » Il s'adressa ensuite au suivant, lui proposant la même chose. Celui-ci ne répondit pas. Il lui expédia à son tour un coup de poing et dit « Un fêle ne doit pas refuser la cigarette d'un militaire. » Et ainsi de suite. Tous les prisonniers passèrent. Les tirailleurs riaient aux éclats de ce spectacle. Et se tournant ensuite vers moi, il me dit « Comment un felouz ose-t-il s'asseoir à côté d'un militaire ?» Et le coup de poing suivit.
Il ajouta en me jetant au sol: « Va par terre rejoindre tes frères Fell. » Les autres tirailleurs craignirent alors une sanction du capitaine et l'empêchèrent de continuer. Après 1 heure sur une route goudronnée, nous prîmes une piste de cailloux pleine de trous que les Fell creusaient pour retarder l'avance des camions. Nous étions petit à petit envahis par la poussière. Après avoir progressé 2 heures sur cette piste, nous arrivâmes à un endroit où se trouvait déjà le reste du bataillon. Comme le capitaine m'avait assuré de sa protection contre la moindre brimade, j'étais décidé à en user et à ne pas me laisser maltraiter. Aussitôt débarqué du camion, j'allais le voir et lui raconter qu'un tirailleur m'avait frappé. Il me fit monter dans sa Jeep et envoya ce dernier avec une autre section. Le nombre des Fell accrochés ne nécessitait pas que nous intervenions en renfort. Nous passâmes l'après-midi à attendre. On entendait des avions tirer au loin. L'accrochage se termina le soir. Nous prîmes alors le chemin du retour. Le tirailleur resta avec l'autre section et je remontai dans le GMC. Il faisait nuit lorsque nous atteignîmes la route goudronnée. Les tirailleurs me regardaient de travers, sauf un appelé arabe qui me parlait de temps en temps.